Bonjour Charlotte Perronnet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et toi, pourquoi tu bois? Ça va paraître demain en librairie. C'est votre tout premier livre. C'est un témoignage sur votre maladie. Vous êtes alcoolique et vous êtes sobre depuis maintenant près de 3 ans. Ouais. On va en parler ensemble, mais j'aimerais avant vous faire réagir. Parce qu'il y a quelques jours, on a de nombreux Français à avoir fêté les fêtes de fin d'année, certains avec un verre d'alcool à la main. Et d'après un sondage Opinionway pour la Ligue contre le cancer, 7 Français sur 10 trouvent acceptable de faire goûter une boisson alcoolisée à des jeunes avant 18 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que je fais partie de ces 7 Français sur 10 qui trouvent acceptable de faire goûter de l'alcool avant 18 ans. Et peut-être que les fêtes de fin d'année sont peut-être la bonne occasion pour faire goûter des bons alcools. Après, je pense que le problème, c'est qu'on fait goûter du bon vin, du champagne, etc. Mais on n'accompagne jamais cette dégustation d'un petit mot de prévention, juste histoire de ne pas banaliser cette dégustation pendant les fêtes. Mais faire goûter avant 18 ans, ça peut être, parce que vous nous dites, pourquoi pas, mais accompagner ça d'un message de prévention, Ouais. ça peut être quoi, à 12 ans, à 15 ans, à 17 ans, c'est pas pareil. Alors, je pense qu'il y a des grandes différences entre faire goûter un verre à 12 ans ou à 16-17 ans. Moi, mon premier verre, je l'ai pris en famille à Noël à 13 ans. C'est très jeune. Je pense que c'était un peu trop jeune, probablement. Et c'est surtout qu'en fait, ce verre-là, on me l'a tendu pour ma culture générale, pour vraiment peaufiner mon palais. À aucun moment, on m'a dit qu'il était possible de tomber dans l'excès, que c'était pas anodin de boire. Et puis assez simplement aussi peut-être me dire pourquoi est-ce qu'on me fait goûter ce vin-là, parce que finalement, a priori, si on le fait goûter, c'est qu'on aime ça. Et donc juste expliquer pourquoi. J'aimerais citer un passage de votre livre qui est une puissante introspection. Vous écrivez « Mon histoire, c'est celle d'une nana de 33 ans, l'histoire d'une meuf blanche, cisgenre, lesbienne, qui a grandi dans une famille aimante, 2 parents non divorcés, 3 sœurs dont une handicapée, une éducation catho, un tas de diplômes, plein d'amis, une vie de couple épanouie, et pourtant l'histoire d'une meuf alcoolique ». Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule? Est-ce que vous êtes tombé dedans du jour au lendemain dans cet alcoolisme? Non, moi, je suis pas tombée dedans comme Obélix serait tombé dans la marmite. Non, mon alcoolisme, je l'ai construit verre après verre, année après année. Enfin, finalement, j'ai bu de mes 13 ans à mes 30 ans. J'ai pas eu le choix que d'arrêter de boire à 30 ans, parce que finalement, l'alcoolisme, c'est ça, on n'a plus le choix que d'arrêter de boire, sinon c'est la prison ou la mort, quoi, globalement. Je l'ai construit vraiment verre après verre, occasion après occasion. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on trouve des raisons à chaque fois pour boire un verre, puis un autre, puis un autre? Complètement. En fait, au démarrage, finalement, on boit en famille, on éduque son palais, la culture générale, et puis finalement, après, voilà, on boit parce qu'on est adolescent ou jeune étudiant, et que finalement, c'est presque la norme. C'est une manière de se faire intégrer, de se faire valider. Si on ne le fait pas, on est mis de côté? Ou on a peur de l'être, en tout cas? Complètement. Si on le fait pas, on est mis de côté. Moi, quand j'étais étudiante, alors déjà, il n'y avait pas de soft proposé en soirée. Et quand on ne buvait pas, c'était limite, on nous écrivait H2O sur nos habits pour nous faire remarquer la bizarrerie, quoi. C'est vraiment la norme. Et puis au fur et à mesure, en fait, on boit pour de nouvelles raisons. On boit pour fêter, pour s'intégrer. On boit pour décompresser, potentiellement aussi, quand on a un job prenant. On boit pour oublier, on boit pour un tas de raisons. Et en fait, c'est ça. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment une accumulation de raisons. Et puis je pense qu'à un certain point, on se trouve aussi des bonnes raisons pour boire, pour continuer à boire. Et pour justifier. Oui. Vous racontez dans votre livre que vous vous êtes mutilé, que vous avez aussi pensé au suicide. Vous en parlez ouvertement et vous faites un lien avec votre alcoolisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce lien? Je pense que quand on boit, en tout cas, moi, à la fin, quand je n'ai plus le choix que d'arrêter de boire, je buvais jusqu'à 8, 10, 12 litres de bière par jour. Est-ce que je donnais l'impression de boire autant? Non, absolument pas. Je continuais à ressembler à pas si différente de celle que je suis aujourd'hui finalement. Mais le fait est qu'on a honte, on a terriblement honte quand on est une femme et qu'on boit, de boire autant et de se mettre dans de tels états. Et surtout, on a honte d'avoir besoin de cette dose. Et donc oui, en fait, toutes les journées se ressemblent parce qu'il nous faut notre dose le matin, parce qu'il faut ce degré d'alcool suffisant pour tenir toute la journée. On a honte et on en vient à penser au pire, ce qui a été mon cas. Et puis surtout, en fait, on veut se donner des bonnes raisons de se sentir si mal. Et sans compter qu'en fait, dans mon cas, moi, par exemple, je ne me suis jamais dit que je pouvais avoir un problème d'alcool. Parce qu'en fait, l'alcoolique, c'était pas moi. L'alcoolique, C'était l'autre.
L'alcoolique, c'est l'autre. L'alcoolique, c'est pas une nana de 30 ans qui a des diplômes, qui est en couple, qui va bien, en tout cas sur le papier, qui va bien. Et donc en fait, voilà, c'est ça. Moi, l'alcoolique, ce n'était pas moi. Et donc, il me fallait que je me donne des bonnes raisons de me sentir mal. Vous parlez d'un alcoolisme au féminin. Pourquoi ça? C'est différent d'être alcoolique quand on est une femme et quand on est un homme? Je pense qu'il n'y a pas un alcoolisme plus reluisant qu'un autre. Hein. On va pas, voilà, mais je pense pour autant qu'il y a quand même un alcoolisme au féminin. Je pense qu'on a un petit dénominateur commun, on va dire. C'est qu'on se cache tout le temps, partout. On est vraiment dans la clandestinité. Pourquoi? Mais parce que c'est assez honteux, finalement, d'être là, de dire, bon, bah voilà, moi, je suis alcoolique. C'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup dans la société actuelle. Quand on est une femme, on l'entend moins que quand on est un homme? Je pense qu'on l'entend moins. On a cette image un peu biaisée de l'homme alcoolique assez viril qui peut se cacher derrière la performance. Du côté je tiens, bon vivant. La femme, en fait, il y a ce côté où l'alcool produit la désinhibition, en fait. Et une femme libérée, ça peut gêner, ça peut déranger. Donc on va se cacher. En fait, on va se cacher. Et je pense qu'il y a un alcoolisme au féminin du fait que, justement, du fait qu'on se cache, on va moins vers les soins. En tout cas, ça se confirme. On va moins demander de l'aide. Oui, vraiment, on se cache. Et puis, il y a aussi ce côté de l'alcoolisme au féminin où on boit pour faire diminuer la pression sociale, la charge mentale, qui est pour le coup peut-être une petite chose un peu féminine, quoi, on va dire. Tout cela, je précise que vous le documentez dans votre livre, vous citez des chiffres, des études notamment. Il nous reste 1 minute et j'aimerais qu'on termine évidemment sur vous. En France, chaque année, il y a 41 000 décès qui sont attribuables à l'alcool, 30 000 chez les hommes, 11 000 chez les femmes. Vous êtes sobre maintenant depuis près de 3 ans. Ouais. Est-ce que vous en êtes sorti de cet alcoolisme? Est-ce que c'est derrière vous? Non, parce qu'en fait, on est alcoolique à vie. C'est une maladie. Je pense que ça, c'est important de le préciser. C'est que c'est une maladie au même titre que on ne dit pas sale cancéreux à quelqu'un, on ne dirait pas sale alcoolique. Donc c'est une maladie. Est-ce que je suis guérie? Non. Pour autant, je suis abstinente et c'est en fait le seul remède pour tenir bon et s'en sortir quand on est malade alcoolique. C'est pas une goutte. Et il est possible d'avoir une vie aujourd'hui et une vie très épanouie quand on a cette maladie. Et je pense que le Dry January, on est en plein dedans, là, 2e jour, peut peut-être justement faire prendre conscience de la place de l'alcool dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et surtout des sollicitations qu'on a tous les jours finalement en France quand on ne boit pas. Merci beaucoup Charlotte Perronnet pour votre témoignage, votre livre « Et toi, pourquoi tu bois ?» Ça sort demain aux éditions de Noël. Merci pour ce témoignage.